Hey, Defecator! On défèque sur les fakes! M'entendez-vous? Hey, Defecator! On défèque sur les fakes! M'entendez-vous? Super. Bien, merci à vous d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, un petit coin, soirée des fakes et vulgarisation. Dans le petit coin, je vais accueillir une invitée. Et nous allons parler ce soir, dans le petit coin, de lecture scientifique, de la publication scientifique et de la lecture d'articles scientifiques. L'origine de cette soirée, de cette émission, c'est le constat que parfois, dans les commentaires notamment qu'on laisse sous les vidéos de la chaîne, je vois des gens faire des petites bibliographies et référencer des articles et avec la nette impression que tout le monde ne maîtrise pas forcément la lecture d'articles scientifiques. Et moi-même, j'ai parfois des difficultés à faire une recherche d'articles et à comprendre qu'est-ce qui est intéressant dans les articles. Donc l'objet de ce soir, c'est de s'intéresser au sujet, de se pencher un peu sur la publication scientifique en général et puis la lecture d'articles en particulier. Et alors, pour cela, nous allons accueillir dans le petit coin Viviane de la chaîne Syllabus. Bonsoir. Bonsoir. Alors Viviane qui est avec nous depuis le Québec, donc avec un léger décalage horaire. Oh, juste 6 heures, rien de bien méchant. Juste 6 heures. Et donc nous sommes, alors pour les gens qui se poseraient la question, là nous sommes dans un puits de livres de la bibliothèque de Prague. Voilà, c'est juste une image de fond qui n'a a priori pas grand rapport avec la publication scientifique, mais voilà, ça fait un décor sympathique. Merci. Alors, Qui a beaucoup fait parler sur Twitter d'ailleurs. Qui a beaucoup fait parler sur Twitter, voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, mettons-le en fond de notre émission. Alors, je remercie par avance, je vois qu'il y a par exemple Cardon qui s'abonne, je remercie par avance toutes les personnes qui sont en train de s'abonner et de suivre la chaîne. J'aurai peut-être pas l'occasion de le relever en cours de soirée parce que à un moment on va parler et peut-être que je louperai des abonnements, mais sachez que je vous remercie du fond du cœur. Alors, je regarde juste dans le chat, vérifier si... Alors déjà, il y a des gens qui disent on entend beaucoup mieux Viviane. Eh bien, tant mieux déjà si vous entendez l'invité. Et pour ma part, je peux monter mon micro, mais pas trop, parce qu'après ça sature. Donc, voilà, je fais attention à ça. Je peux baisser mon son si tu veux. Si ça t'aide à... alors à ce moment-là, je vais monter le son général. Bon, il y a toujours un petit moment de réglage... On est encore sur une émission assez, assez amateur, hein, j'ai pas encore une régie professionnelle. Mais j'essaie de m'améliorer. Le son est parfait pour tous les deux. Parfait, eh bien, très bien. Parfait, restons comme ça. Alors on me dit dans le chat, bonsoir et bravo à Viviane pour ses vidéos, toujours très intéressantes sur des sujets surprenants. Et ma foi, c'est tout à fait mon avis aussi. Donc je suis ravi que le chat le soulève. Je sais pas si les gens qui suivent la chaîne Defecator suivent aussi la chaîne de Viviane. En tout cas, c'est l'occasion ce soir d'apprendre aussi un peu à connaître ce que fait Viviane. Et alors, pour ce faire, j'ai un petit florilège de vidéos qu'on peut regarder en guise d'introduction. Alors. Avec plaisir. J'ai hâte de voir ce que tu nous as concocté. Non, c'est un petit florilège, hein, sans plus. Alors, hop, je vais passer sur l'écran consacré. On est toujours là, donc tout va bien. Et je lance la vidéo. Je vous présente Domino qui a accepté d'être le cobaye de cette vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la science du ronronnement. On va parler d'analyse de son, de bébés, d'astronautes, de guitare, d'os, de violon, d'anatomie, de survie, de vibration, d'ostéoporose
et parce qu'on est quand même sur YouTube, de chat. C'est parti, on analyse le ronronnement. Ici, on a la fréquence, ici c'est le temps, et la couleur indique l'intensité. Plus c'est jaune, plus c'est fort. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que malgré le changement entre inspiration et expiration, le ronronnement ne s'arrête jamais, même si son volume a diminué. Et le ronronnement en lui-même est composé d'une succession de petits bruits comme un cliquetis ou un moteur. Contrairement à une guitare ou un violon qui produisent des sons continus, ininterrompus. Avec Franck, on est allé rencontrer Régis, qui est un chercheur postdoctoral au Brahms, le laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, qui nous a aidé à utiliser leur système d'enregistrement binaural qui est inclus dans ce mannequin. T'es prêt? Ouais. Écoutez. Vous auriez même pu fermer les yeux que vous auriez quand même localisé d'où venait le son. Voici toute ma collection de tournevis. Pourquoi il y en a autant? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas juste un qui ait pris le dessus sur les autres? Pourquoi? Eh bien, figurez-vous qu'il y a de vraies raisons à l'existence de toutes ces têtes de vis, même que d'ici la fin de la vidéo, vous serez à même de dire quelle est votre vis préférée, alors que vous l'avez probablement jamais utilisée, tout ça parce que deux hommes n'ont pas réussi à s'entendre dans les années 30, et aujourd'hui, en 2021, la vis que vous utilisez probablement le plus, c'est la pire. Are you comfortable like this? You comfy? Yes? Elle, c'est notre guide. On est en trek en Thaïlande et elle ne comprend pas que pour nous, cette position soit difficile à tenir si on ne décolle pas les talons du sol. Je suis fascinée par cette position depuis au moins 4 ans et surtout par pourquoi est-ce que eux, ils y arrivent et pas moi. Et ça fait des années qu'à chaque soirée entre amis, je fais un bilan de qui peut le faire et de qui ne peut pas. C'est bien? Ou encore à la fin de cette conférence. Alors il y en a qui y arrivent, hein, mais pas tous, loin de là. Alors pour celles et ceux qui sont en train de se moquer devant leur écran parce que eux, soi-disant, y arrivent, alors déjà ça suffit, et puis faites-le. Mettez-vous en position de squat avec les talons bien au sol, hein, et restez dans cette position autant de temps que vous le pouvez. Et c'est censé être une position de repos. Hein. Est-ce que vous voyez faire la cuisine, regarder la télé comme ça? Indiquez en commentaire combien de temps vous avez tenu, on verra si c'est si facile que ça. Je veux comprendre d'où vient cette incapacité qu'on est très nombreux à partager. Alors, ça fait pas partie de la vidéo, mais je pose ça là. Voilà. Je dis pas que je resterai là des heures à faire la cuisine, mais ça va. Alors, je me suis permis à la fin de procéder moi-même à l'expérience parce que ce que j'aime bien dans ta chaîne, c'est qu'en fait tu fais plein de petites expériences sur des questions pratiques au départ. Et là, le coup du squat, je me suis dit tiens mais... Ça t'y arrive. Et donc j'y arrive, j'étais content de constater que j'y arrive, et à la fois surpris de voir que, bah apparemment, il y a pas mal de gens qui n'y arrivent pas. Et alors C'est ça j'invite... qui est très intéressant avec cette position-là, c'est que c'est très binaire. Soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Il y a très peu de gens qui arrivent un peu. Et on apprend aux gens qui n'y arrivent pas qu'il y a des gens qui y arrivent sans aucun effort, et on apprend aux gens qui y arrivent qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas sans effort. Donc c'est assez drôle comme ça. C'est la vidéo qui a le mieux marché de ma chaîne. Je m'y attendais pas, mais j'étais contente vu le travail que ça avait demandé. Mais ouais, bah, tu as fait un beau petit résumé. Hein. Merci pour toute cette reprise. Ça remonte, celle du chat, elle remonte à, je sais pas, elle a 5 ans, 6 ans cette vidéo. Et oui, parce que j'ai vu en fait sur la chaîne, enfin sur la page d'accueil, que tu indiques nouveau ici, commencer avec ces vidéos. Et donc je me suis dit, bah il doit falloir commencer par le chat, Ah. et que ça faisait une bonne introduction. Alors j'ai mis le lien dans le chat, je vais le remettre. Et du coup, voilà, pour ceux qui voudraient aller découvrir la chaîne, et donc je vous invite notamment à essayer la position du, du squat et à nous dire dans la soirée si vous avez réussi à le tenir ou pas. Alors je sais bien que c'est parce que je mets les mains dans l'eau chaude que ma peau se fripe, mais comment est-ce que ça se produit? C'est quoi le mécanisme? Ce serait l'eau qui entrerait dans les conduits, qui produirait un déséquilibre électrique, ce qui activerait les nerfs de la zone,
Et on sait que la peau fripée et le système nerveux sont reliés. Ces nerfs créeraient une vasoconstriction des glomus neurovasculaires qui, en réduisant de taille, tirerait la peau du dessus en créant alors des rides de la peau. Et donc, maintenant qu'on connaît le comment, la question du pourquoi arrive assez vite. Est-ce qu'on a évolué de façon à faire la vaisselle sans que nos assiettes ne nous glissent des doigts? Voici une étude de 2012 qui a demandé à 20 participants de se passer 45 objets, des billes, notamment comme ceci, dans 3 conditions. Les mains sèches, les mains mouillées mais pas fripées, et les mains mouillées et fripées. 2 ans après la publication de cet article, il y a une autre équipe qui a reproduit l'expérience avec le double de participants, et ils ont publié avec presque le même titre d'article, mais la conclusion opposée. Honnêtement, c'est quasiment de la provoque à ce niveau-là. Et là, ils concluaient que la peau fripée, bah non, ça changeait pas grand-chose, selon cette étude avec le double de participants. Battle de scientifiques. Et c'est pas terminé. 2021, cette année. Nouvel article, nouveau drama. Celui-ci, il conclut que oui, comme le premier article, la peau fripée améliorerait l'appréhension. Et il le fait encore avec la même structure de titre, histoire de bien remuer le couteau dans la plaie. Alors est-ce que ce nouvel article de 2021 vient de mettre KO les 2 précédents? Est-ce qu'on a enfin une réponse définitive, une conclusion de pourquoi est-ce qu'on a la peau qui se fripe? Non, pas vraiment. Parce que ça aussi, la battle de scientifiques, ça aussi une mise en scène, comme la vaisselle en début de vidéo. C'est juste le processus de la science que de chercher, de trouver parfois quelque chose de positif, une conclusion, puis parfois de trouver une autre conclusion. C'est ça qui fait qu'on avance et qu'on évolue, c'est normal, c'est dans le processus. Alors quand est-ce qu'on sait que c'est la fin? On avait vu donc sur la dernière vidéo, qui est en fait la dernière vidéo de ta chaîne, quelque chose que j'avais trouvé intéressant puisque tu parlais du processus finalement de consensus scientifique et de progression, disons, de la science avec la battle de scientifiques que tu mettais un petit peu en scène. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que là aussi, ça montre que voilà, sur un sujet comme bon là, c'était celui des doigts fripés et de la manière dont on peut s'en servir. Voilà, il y a effectivement des études qui peuvent être contradictoires et c'est pas grave, c'est la science quoi. Qui progresse, en fait. 74 suit la chaîne. Oui, tout à fait. Et en fait, c'était particulièrement clair dans cette vidéo-là parce que l'article duquel je me réfère, en fait, lui-même, il disait, ok, moi, moi, je pense, il disait pas ça comme ça, mais il disait ça et ça, c'est prouvé, cette chose-là, c'est une déduction logique de ça, c'est ce qu'on vient de mesurer, etc. Donc, c'était assez clair pour moi de dire qu'est-ce qui était vrai et ce qui était pas encore prouvé. Puis pour la battle de scientifiques, c'était euh, en fait, j'avais envie d'en dire beaucoup plus, mais c'est que souvent on imagine quand on regarde les nouvelles, les informations qui sortent sur la science, on dit: «Ah mais ça c'est contradictoire à la dernière fois», mais c'est parce qu'on va trop vite dans le fait qu'on rapporte la science. On rapporte la science dans les nouvelles avant même qu'on soit sûr que ce soit, une Syllabi vérité s'abonne. absolue, parce que le Merci. principe de la science, c'est que ça Roro-Bassem évolue, Saïgifti plus on en d'attirer un ajoute subtou d'informations, plus syllabi. ça évolue. Et donc c'est Zayabdi Van normal Monkif d'avoir une Tivin The Channel. information qui évolue dans un autre sens à un autre, moment, et ça, c'est assez difficile à percevoir quand on n'a pas été, je dirais quand on n'a pas fait soi-même un peu de science, et ou alors qu'on n'a pas été formé dans la méthode scientifique, et donc c'est ça que je voulais un petit peu amener, je l'ai amené très doucement, sur le fait de dire que c'est normal d'avoir des informations qui ont l'air de se contredire. En fait, elles se contredisent pas. C'est plutôt qu'on ajoute des informations petit à petit, par-dessus. Et alors, par rapport à ton approche, toi, de la science, on peut parler un peu de ton parcours? Oui, oui, moi j'ai fait, donc je suis française à la base, j'ai fait, toutes mes études, en suit la France chaîne. jusqu'à l'école d'ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur en génie mécanique. Après, je suis arrivée au Québec où j'ai fait une, maîtrise, ce qui n'a aucune équivalence, en France, mais c'est grosso modo 2 ans de recherche, maîtrise recherche en génie biomédical. Après, je suis allée travailler, comme une grande personne, en aérospatiale. J'étais dans une entreprise qui faisait des antennes de satellites. J'ai pas trop aimé ça. Je suis revenue, en recherche. J'ai fait un doctorat en génie mécanique, et puis, à Montréal toujours, et puis voilà, et après mon doctorat, je me suis lancée à temps plein sur YouTube, en vulgarisation scientifique, et cetera. Mais j'ai commencé à faire de la vulgarisation quand je suis arrivée au Québec, donc il y a 12 ans maintenant.
Alors, on peut dire que tu as KO, les deux deux précédents, est-ce chaînes en qu'on a fait. enfin une réponse définitive, une conclusion de pourquoi est-ce qu'on a la peau qui se fripe? Non, pas vraiment. Parce que ça aussi, la battle. Hop. Il y a en fait la chaîne Syllabus, alors avec donc on l'a dit, hein, des vidéos, je crois qu'il y en a plus d'une centaine maintenant, c'est depuis 2013. C'est ça. C'est déjà voilà, c'est assez conséquent. Et puis tu as ouvert une chaîne Syllaplus, non Plus, maintenant ça s'appelle Plus. Ouais, c'est ça, c'était Syllabus Plus, puis là je l'ai renommé il y a moins d'un mois en C+. Et donc sur cette chaîne-là, j'ai vu que tu démarrais une série qui est plutôt consacrée à la médiatisation de la parole scientifique, enfin, si j'ai bien compris. C'est ça, donc ça c'est vraiment c'est très niche, hein. On est dans un public, très spécialisé pour celle-là. En fait, moi ça me tient à cœur que les scientifiques parlent dans les médias, mais je sais aussi quelles réticences, ils ont et je pense que c'est 2 mondes qu'on peut faire cohabiter, la science et les médias, mais que pour bien le faire cohabiter, il faut comprendre comment est-ce que les médias fonctionnent. Parce que les médias, ils s'ajusteront pas aux scientifiques. Donc c'est aux scientifiques de s'ajuster aux médias. Enfin, en tout cas, je crois que les médias ne s'ajusteront pas. Donc l'idée, c'est d'apporter les clés aux scientifiques, aux chercheurs, chercheuses qui démarrent, là-dedans et de leur apporter des clés pour comprendre un petit peu comment les médias fonctionnent pour que quand ils vont apparaître dans les médias, bah, ils aient pas des mauvaises expériences et que ça leur donne envie de continuer. Donc ça, c'est une série de vidéos. J'ose pas dire le nombre, officiellement, la série est financée pour, 25 vidéos. Moi, j'en ai 35. Donc il y en a beaucoup, donc voilà, donc on va passer, tout le reste de l'année 2021 à parler de ce sujet-là très particulier. Alors vous avez Cela dit des... cela dit, Oui. j'ajouterais que, c'est pensé pour les scientifiques, mais j'espère que en fait, ça va intéresser tout le monde parce que c'est quand on comprend quelle est la relation entre la scientifique et les médias, en tant que citoyens, nous, on comprend mieux aussi ce qu'on est en train de regarder. Quand on sait que le scientifique, on lui a laissé une demi heure pour se préparer quand on est dans un truc de nouvelles, en live, qui a lieu maintenant, ben, on se doute bien que l'information, elle est pas de la même, qualité, elle est pas aussi travaillée que quand c'est une émission, un reportage qui a mis, des années ou des mois à se faire. Donc c'est aussi il y a aussi ça que j'aimerais faire passer, que j'espère qu'il y ait quand même un peu de citoyens qui regardent aussi pour comprendre comment est-ce que l'information scientifique est amenée, au public. Alors, vous avez les liens dans le chat, hein. Et alors, ce qui m'avait frappé, moi, c'est que donc sur cette chaîne-là, il y avait une vidéo que tu avais appelée Comment décrypter les articles de recherche. Mmh. Et ça fait partie aussi des vidéos que j'ai regardées et pour lesquelles je me suis dit, ben voilà, c'est vrai que ce serait intéressant de parler avec Viviane de ce sujet-là, de la lecture d'articles. Et on voit régulièrement, on l'a vu, hein, dans des extraits tout à l'heure, on te voit régulièrement lire, enfin voilà, plonger dans la littérature sur les sujets que tu creuses dans tes vidéos. Et donc, tu as forcément une certaine habitude aussi de la lecture d'articles. Alors, avant de rentrer vraiment dans le sujet de la lecture proprement dite, peut-être qu'on peut parler brièvement de la publication scientifique. Comment se fait la publication scientifique? Pour ça, on a une petite animation. Alors, on va basculer sur l'autre écran. J'ai toujours peur qu'il se passe un truc. Je change d'écran, mais non, il n'y a pas de raison. Alors, une petite animation qui résume en gros comment se fait la publication scientifique, sachant que voilà, c'est un processus qui n'est pas forcément connu du grand public, qui n'est pas forcément expliqué et qui est intéressant à connaître. Alors, Et qui est pas forcément agréable d'ailleurs. qui n'est pas forcément agréable, tout à fait. Alors, donc j'ai une animation qu'on peut interrompre à tout moment, hein. Donc l'idée, c'est qu'au départ, on a des scientifiques, un labo, plusieurs scientifiques, plusieurs labos qui collaborent entre eux. Bref, on a des auteurs qui produisent un article. Donc cet article, c'est la V1, là, on appelle ça aussi le préprint, c'est le manuscript aussi, enfin bref, c'est la version rédigée par les auteurs et qu'ils vont soumettre pour la publication. Alors, il y a plusieurs possibilités.
Une première possibilité, c'est de déposer ces préprints sur des plateformes d'archives. Alors, on connaît archive.org ou HAL, donc les archives ouvertes, qui est une plateforme française, sur lesquelles, donc, en fait, ce qu'on va déposer là, c'est vraiment son préprint, en fait. C'est le principe de ces plateformes-là, ce sont des archives de préprint. Ensuite, vous avez les auteurs qui cherchent à faire publier leur article dans une revue dite à comité de lecture, qui sont les revues scientifiques classiques. Donc, pour publier dans une revue à comité de lecture, il faut contacter l'éditeur de la revue, donc qui est symbolisé ici, là, lui faire parvenir l'article, et là, l'éditeur, bon, déjà, va regarder si ça rentre dans sa ligne éditoriale et dans son champ de discipline, disons. Et puis ensuite, il va contacter des lecteurs, donc qui sont, alors on appelle ça la relecture par les pairs, parce que c'est d'autres chercheurs, d'autres scientifiques qui bossent, si possible, dans le même champ que les auteurs, en fait, et à qui donc qui vont être les reviewers et qui ont l'habitude de travailler sur les sujets de l'article en question. Et donc, ce comité de lecture va recevoir des copies de l'article, donc toujours qui est pour l'instant notre préprint, faire des lectures critiques, alors qui vont porter soit sur la méthode, soit sur les aspects statistiques, s'il y a des statistiques, bref, sur tous les aspects de l'article, en faire disons une évaluation qu'il renvoie à l'éditeur, et à partir de là, donc l'éditeur obtient, disons, une revue de l'article. À partir de là, il peut soit décider que ça rentre pas, ça peut pas rentrer dans la revue, et donc là c'est corbeille. Bon, c'est une première possibilité. Soit proposer aux auteurs des aménagements, soit déjà de la mise en forme, des aspects plutôt éditoriaux, et puis surtout des aspects méthodologiques renvoyés par le comité de lecture. Et donc là, les auteurs soit revoient leur copie, soit décident de ne pas poursuivre. Et donc, s'ils renvoient une copie, il y a de nouveau effectivement ce processus d'évaluation de l'article. Voilà, donc là, qui est renvoyé, etc. Donc on a ce système, disons, de relecture par des pairs qui permet de s'assurer que à la fois des aspects méthodologiques et puis surtout du fait que l'article peut bien être publié dans la revue. Alors, est-ce que sur le schéma, normalement, il y a une étape ensuite où après un certain nombre d'allers-retours et de révisions, voilà, on peut intégrer l'article dans la revue. Donc ça, c'est le cheminement. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport à ce... Ouais, c'est en fait, ce que j'ajouterais peut-être comme information, c'est que, l'éditeur, en fait, il peut y en avoir plusieurs. Comme tu dis, il vérifie est-ce que ça correspond à sa ligne éditoriale, et ça, c'est super important parce que, donc, par exemple, un de mes articles, de la fin de mon premier projet de recherche, il a été refusé 5 ou 6 fois, avant d'être accepté dans le bon journal. Et tu as aussi une certaine course à la meilleure revue parce que, la raison pour laquelle il a été, refusé 5-6 fois, c'est que, moi cet article quand je l'ai écrit, je voulais que, il soit publié dans une revue en particulier qui s'appelait Medical Physics parce que c'était le plus pertinent et qu'on avait déjà publié l'article d'avant dans cette revue, c'était cohérent, mais, mon directeur voulait, une revue plus prestigieuse encore. Et donc quand on veut publier dans une, revue plus prestigieuse, eh ben, tu lis un petit peu la ligne éditoriale de ce journal-là et tu essaies d'ajuster ton article pour répondre à cette ligne éditoriale. Et finalement, donc on est allé viser haut et puis petit à petit, à chaque refus, parce que ça fitait pas, ça fitait avec celui qui était prévu, à chaque, révision, à chaque fois, on descendait du prestige de la revue et puis on a fini, dans une revue qui est pas du tout, mauvaise, hein. Pour mon domaine, elle était tout à fait bonne et bien suffisamment prestigieuse à mon goût et on a fini par être accepté dans celle-là. Donc il y a aussi
il y a aussi ce genre de critère-là qui est que tu as cette recherche permanente d'aller publier dans la revue qui a le plus gros, ce qu'on appelle un facteur d'impact, pour faire connaître ta recherche beaucoup plus, quoi. D'accord. Et alors, et quelqu'un pose la question dans le chat, est-ce qu'on perd de l'information en adaptant sa revue? Je pense, est-ce qu'on perd Non, nécessairement de... c'est plus que tu vas l'orienter d'une autre façon. Tu sais, c'est comme si bah, ma vidéo sur les doigts fripés, là, c'était la dernière. Je vais pas présenter mon sujet de la même façon à quelqu'un qui est médecin, à un enfant ou à un ingénieur, hein, je sais pas quoi. C'est juste la façon dont tu abordes le sujet qui fait que tu vas plus aller dans un endroit ou un autre. Mais des fois, le sujet est tel que peu importe comment tu l'agences, il y a quand même une voie qui est plus vers une édition plutôt qu'une autre. Et alors, tant qu'on est là, tant qu'on est sur le schéma, je pense que c'est le moment d'aborder les questions hein, qui remontent. Est-ce qu'un éditeur peut te contacter lui-même pour publier ton article s'il sait que tu travailles sur quelque chose en amont? Est-ce que ça marche aussi dans ce sens-là? Oui, ça marche dans ce sens-là. C'est plus, en fait, moi, dans mes spams, j'ai, je sais pas, 5 demandes d'écriture, d'articles, par semaine. Mais il y en a beaucoup, c'est des revues, comment on appelle ça? C'est des fausses revues, tu veux pas écrire pour ce genre de revue. Il y a du spam aussi là, dans la recherche mais donc oui, on peut te contacter, des vraies revues peuvent te contacter. Moi, ça m'est jamais arrivé. Par contre, moi, on m'a déjà contacté pour être reviewer, donc j'ai déjà fait, des revues, d'autres articles de mes pairs, mais on m'a jamais contacté pour écrire un article. On contactait mon prof. On va plus contacter les profs d'université dans ce temps-là, plutôt que les gens qui sont en dessous du prof. Et alors, je vois qu'arrive la question des revues prédatrices. Prédatrice, c'est ça, merci. Alors, C'était ça le terme. justement, ben ça, on peut en parler, oui. Voilà. Donc là, c'est la revue royale, enfin, c'est la voie royale de publier dans une revue à comité de lecture, puisque bon, ça garantit une certaine qualité de l'article. Il y a aussi donc la possibilité, si on n'y arrive pas, de contacter des revues, disons, de plus... qui sont... donc on appelle ça prédatrices parce que, en fait, elles n'ont pas de comité de lecture. Donc là, on contacte un éditeur qui va accepter... Alors, il y a un paiement à faire, sachant qu'il y a des frais aussi pour les revues... Tout le monde. Non? D'accord. Bah, oui, tout le monde paye. C'est Tout le ça monde, qui est... voilà. À moins que si tu publies un livre, Tout à fait. mais ce qui est quand même assez rare, parce qu'il y a beaucoup d'inertie dans le monde de la recherche. Donc, même si les plus jeunes auraient envie de publier dans ce qui est gratuit, ce qui est libre, c'est plus difficile d'instiller ça parce que dans ton domaine, encore une fois, tu cherches le plus haut facteur d'impact pour que ta recherche soit reconnue, pour que quand tu fais des demandes de financement, tu obtiennes du financement pour ta recherche. Donc, c'est toute une boucle. Et donc, les profs d'université vont préférer demander à leurs étudiants de publier dans des revues et de comités de lecture qui sont certes payantes, mais qui permettent d'amener ce prestige-là qui vient avec la qualité de la publication, avec le comité de revue lecture, etc. Oui, ça passe. Et les universités payent, hein, c'est plus ou moins cher. Voilà, alors, bon, sachant que là, sur les revues prédatrices, là, le principe, c'est surtout de payer, en fait, puisqu'il n'y a il y a pas de relecture derrière, donc là, on a une publication assurée, mais avec donc des qualités d'articles moindres. Alors, là-dessus, on peut juste donner, à titre d'exemple, il y a souvent des canulars, en fait, enfin, des gens qui testent des revues comme ça. Là, ça s'est produit l'an dernier, où, en fait, il y a eu voilà, une étude fumeuse sur les trottinettes et l'hydroxychloroquine a pu être publiée dans une revue scientifique, entre guillemets, donc où en fait c'est quatre auteurs qui ont... Alors, je pourrais vous donner le lien pour ceux qui voudront aller le voir, je vais le mettre dans le chat. En gros, qui ont publié en fait un article qui racontait vraiment n'importe quoi, comme quoi donc Alors, ils faisaient ça, il y avait un message derrière, hein, mais... Donc, comme quoi l'hydroxychloroquine pouvait protéger contre les accidents de trottinette. Donc le truc, c'est qu'effectivement, bah, l'article a été publié, et alors, je vais vous donner le lien vers l'article de France Info, à partir duquel, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez retrouver le lien sur l'article. Donc là, c'est un article fake.
Il y a le lien, il est assez rigolo, là, vous en avez des extraits où effectivement ils expliquent que, enfin, assez hallucinant quand on lit vraiment le texte. C'est énorme. Ça ne peut pas passer. Là, c'est la traduction en français, bien sûr. Le texte original était en anglais. C'est absolument n'importe quoi. Enfin voilà, avec une revue à comité de lecture, ça ne peut pas passer. Mais là, bon, voilà, c'est passé direct. Et donc, alors, comme par la suite, ça a quand même été dénoncé comme de la fraude, etc., l'article a fini par être rétracté par le Asian Journal of Medicine and Health. Mais donc, voilà, c'est pour dire que des expériences de ce type-là se font régulièrement pour tester des revues. Et voilà, comme vous le dites dans le chat, dès le nom des auteurs, c'est louche, parce qu'effectivement, enfin, après, c'est des références franco-françaises, donc peut-être qu'une revue, le Asian Journal of Medicine n'a pas compris forcément à quoi ça renvoyait quand on parlait de Silvano Trottinetta, mais voilà, bon, après, enfin, voilà, le contenu de l'article lui-même, même en anglais, hein, il est déjà assez délirant. Il balance des gens en trottinette sur des murs de briques. Enfin, l'expérience est complètement délirante. Bon, voilà, bref, ce genre d'expérience-là montre que voilà, il suffit de payer et l'article est publié. Alors, ce qu'on peut dire donc, c'est que par rapport à juste à ces trois types de publications qu'on a vues là, il y a donc des différences selon l'endroit où on trouve l'article, et que déjà c'est assez important d'avoir ça en tête. Un préprint, bah, ça n'a été relu par personne. Dans une revue prédatrice, ça n'a été relu par personne non plus, alors que dans une revue à comité de lecture, l'article a été revu par des pairs, et donc voilà, il y a quand même ce filtre qui permet d'assurer en principe que voilà, il y a d'autres gens compétents dans le domaine qui ont évalué l'article avant qu'il soit publié. Et ensuite, ce qui peut se passer par contre, c'est que ces articles, une fois qu'ils sont publiés, bah, comme l'article là de la trottinette et de l'hydroxychloroquine, c'était n'importe quoi, il a fini par être comment dire, dénoncé par des Rétracté. voilà, et donc il a été rétracté. On a voilà la communauté scientifique qui va lire les articles publiés et qui va pouvoir réagir à ces articles. Donc vous avez alors il y a des serveurs comme voilà, où on peut faire des discussions, où on peut discuter aussi des erreurs et des fraudes sur des articles, comme sur PubPeer par exemple, où donc il est possible de remonter un certain nombre de problèmes sur un article, d'en discuter, et éventuellement donc de faire remonter ça aux auteurs, à l'éditeur. Et lorsqu'il y a des cas avérés, notamment de fraude, les articles peuvent être rétractés par les éditeurs. Donc ça, il y a une procédure aussi avec lorsque l'article est rétracté. Alors d'abord, on écrit rétracté en gros dessus. Et puis, il y a aussi une note de rétractation qui est jointe. Donc on sait pourquoi, enfin, voilà ce qui s'est passé. Donc là aussi, il y a des exemples. Alors, si on parle de l'actualité récente, vous avez beaucoup de gens qui vont vous parler de l'article du Lancet rétracté l'an dernier, qui était effectivement frauduleux, enfin qui se basait sur des données complètement farfelues. Bon, voilà, il faut voir aussi que des articles, même dans des revues prestigieuses comme The Lancet, peuvent passer au travers, mais que voilà, ils ont une durée de vie assez limitée parce que tôt ou tard, on repère ce genre de fraude ou d'erreur. Donc là, l'article a été retiré, je crois, assez rapidement. Et puisqu'on parle du Lancet, il y a aussi un autre exemple célèbre dans la même revue, c'est l'article d'Andrew Wakefield. Alors là, je crois que c'est de 1998. Mais c'était là aussi frauduleux. C'était en fait, Andrew Wakefield avait cherché à prouver sur une étude sur 12 cas que le vaccin ROR provoquait de l'autisme en fait. Et on a découvert ensuite par la suite qu'il était payé en fait par un cabinet d'avocats qui cherchait à obtenir des indemnisations pour des familles d'autistes et qui avait donc monté ce truc-là, qui se révélait être n'importe quoi, et qui a été repéré au départ sur les problèmes Space Explorer expérimentaux. W Ah, amène de je la vois qu'il y a un fraîcheur raid, avec je 80 m'interromps amis. parce que je vois qu'il y a un raid de Space Explorer. Bienvenue à vous, merci de passer. On parle ce soir de publications scientifiques et de lecture d'articles. Chronique suit la chaîne. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent.
Donc voilà ce qu'on peut dire en gros, et ça c'est des choses importantes à repérer déjà avant même de se lancer dans la lecture de l'article, c'est dans quel état il se trouve, est-ce que c'est un préprint, est-ce que c'est quelque chose qui a été publié, est-ce que quelque chose qui est archivé mais qui a été rétracté, donc tout ça c'est des choses à avoir en tête avant même de se plonger dans l'article. Et ensuite il y a un certain nombre effectivement, donc tu en as parlé, il y a le facteur d'impact de la revue, je sais pas si, voilà, dans quel sens ça doit guider aussi la lecture. C'est compliqué de répondre à ça parce que il y a des. C'est sûr que quand on s'en va dans du 35, je crois que Nature est dans le 35, c'est hyper élevé. Puis Nature, on connaît leur processus de vérification d'articles, c'est très très lourd. Donc Nature Science, qui sont des revues à facteur d'impact, même s'il y a bien plus élevé que ça. Nous, on disait, dans mon domaine, on était entre 1 et 3 pour les bons articles. Parce que c'est vraiment compartimenté en fait, parce que tu peux pas espérer avoir un énorme facteur d'impact dans tous les domaines de la science. Et moi, mon sous-domaine pour quand je faisais mon premier projet de recherche, c'était entre 1 et 3 les bons articles. Et en dessous de 0,5, The Dark Ray Web 2 suit la chaîne. c'est un petit peu plus lax, on va dire. En dessous de 1, en dessous de 0,5 par là. C'est un petit peu plus lax, mais c'est des règles vraiment, c'est comme ça. Donc c'est difficile à dire. Il y a des articles qui. Moi, j'ai été reviewer, donc j'ai fait des reviews pour des revues. Et puis, donc il y a toujours au minimum 2 reviewers dans les articles, au moins 2 personnes qui les revoient. Et les 3 fois où j'ai été reviewer, mes co-reviewers, dont je ne connais pas le nom, hein, l'identité est secrète, ils avaient fait une review de 6 lignes. Peut-être j'exagère, il y avait peut-être un petit peu plus. Puis moi, j'avais fait un gros 5 pages de review. C'est pas pour dire que j'étais particulièrement bonne, c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de disparités aussi dans la façon dont les reviewers review les articles. Et quand on a l'éditeur, en fait, il embauche pas les reviewers. Le reviewer, c'est un travail gratuit, c'est un travail bénévole. On n'est pas payé pour faire ça. Donc, les éditeurs, en fait, ils cherchent des gens dont c'est l'expertise. Ils disent, OK, toi, tu as l'air d'être un père de telle personne. Est-ce que tu pourrais reviewer cet article-là? Et donc, il n'y a pas de garantie formelle que tel article va avoir tel éditeur va avoir de meilleurs reviewers qu'un autre. Donc, c'est difficile de répondre à cette question de façon tranchée, quoi. Alors, parmi les questions qui sont passées précédemment, bon, on ne pourra pas répondre à tout, hein, mais il y a une question qui était intéressante aussi, c'était sur le fait de publish and perish, c'est-à-dire en fait, est-ce que aussi pour continuer son activité en tant que chercheur, on n'est pas tenté de publier plus que de raison, je dirais, en fait, enfin en tout cas de faire des articles euh, plus rapidement sur des petits sujets pour se donner le temps de continuer peut-être à creuser des articles plus importants, mais pour continuer à exister Si, finalement sur le... c'est le côté pervers de la chose. C'est que pour avoir des financements, il faut prouver que ton travail est important. Pour prouver que ton travail est important, il faut que tu aies une preuve. Cette preuve passe par les articles scientifiques, mais elle passe aussi par les articles scientifiques à haut facteur d'impact. Un article dans Nature ou Science ou un gros comme ça, tu peux avoir publié 10 petits articles, ça va rien compter par rapport à avoir publié un Nature. Donc, c'est pas aussi. Tu peux pas te dire c'est le nombre d'articles qui compte, il y a aussi c'est le nombre d'articles avec pondéré par le facteur d'impact de ces articles-là. D'accord. Et bon, il y a juste un bon jeu de mots qui m'a fait rire, je le relève, c'est... Et là, il arrive et il te dit « Je suis ton père ». Bon, c'est pour la revue par les pères. Bref. Ok, alors, bon, peut-être on reviendra sur des questions à la fin. Là, on va poursuivre, puisqu'après la publication, en fait, ce dont on voudrait parler, c'est la lecture de l'article. Donc, alors, déjà, un premier point, c'est comment sont constitués les articles. Alors, il faut déjà savoir que l'article, a priori, au départ, il est en anglais. Il n'est pas toujours d'un niveau facile, puisque c'est
une publication qui est destinée au départ à un public scientifique. Donc il faut vraiment déjà dès le départ avoir en tête que voilà, on va être sur quelque chose d'assez rude à prendre en main, et ils se conforment tous à voilà, il y a un formalisme assez classique sur la rédaction d'articles. Peut-être qu'on peut commencer par parler de ça. Oui, tout à fait. Donc dans les articles, alors il y a quand même des variations selon les domaines, mais on peut peut-être montrer un article, directement? Ok, Ça te va? Je te partage bien sûr. mon écran. Donc, fenêtre, Mendeley, OK. Alors ça, c'est mon est-ce que tu vas la voir? Alors, ouais, le problème, comment je peux le récupérer? Euh, Donc le temps que ouais, tu trouves, je continue d'expliquer ce qui va apparaître à l'écran. Ce qui va apparaître à l'écran, c'est, mon gestionnaire de citations. Gestionnaire de citations, c'est un logiciel qui permet, de, juste ranger tous les articles on est allé chercher, pour nous-mêmes. Donc moi, j'ai un logiciel, je préférerais en avoir un autre, mais bon bref, c'est avec celui-là que j'ai commencé ma recherche, donc je suis toujours là-dessus, mais c'est financé par Elsevier, puis, ça fait partie des bref. Je je suis sur ce logiciel-là par habitude, plus que par, choix. Donc, c'est juste pour vous montrer, un exemple d'article dès que ça s'affiche. Est-ce que tu as réussi à l'afficher? non, je vais Guy faire autrement. Destange Je suit vais la chaîne. partager la fenêtre parce qu'en fait, je suis plus maître de la réunion Ah qu'on a d'accord. ouvert tout à l'heure. T'as pas moyen, toi, de me donner les droits? Puis on va Heu, faire. Donc je vais partager cette fenêtre-là. Euh, Nausicaa ouais, suit la chaîne. hop. Normalement, ça devrait marcher. Dreambuilder suit la chaîne. Hop. oui, Zotero, je l'ai essayé pour répondre, à quelqu'un dans un commentaire. Je l'ai essayé. En fait, ce qui me plaît pas dans Zotero, c'est qu'il n'intègre pas les PDF directement dans le logiciel, et moi, j'ai tellement pris l'habitude d'avoir tous mes PDF qui sont dans mon logiciel, que je peux annoter directement, que j'ai un petit peu de mal à passer à quelque chose où les PDF sont externalisés, de l'application. Et il y en a peut-être d'autres, hein, mais ResearchRabbit, bah, non, tu fais vraiment pas la même chose avec ResearchRabbit. C'est encore autre chose. Très bel outil, par Thank exemple, you Bigouden mais on suit fait la pas la même chaîne. chose. Bah, écoute, je continue sans visuel, Ouais, c'est pas grave. j'arrive, hein. Dans tous les articles, on va se retrouver avec la première chose, c'est un abstract. Donc un abstract, c'est un résumé en français. C'est un résumé de l'article de, quelques lignes. Ah bah, voilà, vous l'avez ici. Donc, c'est ce qui se trouve, ici. C'est un Aurélien résumé suit la de chaîne. quelques lignes qui résume, ce qui a été fait dans l'article, les résultats et la conclusion. Donc en général, si on veut avoir un visuel un résumé de l'article, la première chose qu'on va lire, c'est l'abstract. Ensuite, donc ça c'est, tout ça, c'est ma bibliographie pour la dernière vidéo sur les doigts fripés. Donc ça, c'est tous les articles que j'ai lus, et pour faire cette vidéo, et donc ça, c'est un des articles. J'ai vraiment pris ça, il y a aucune raison pour laquelle j'ai pris cet article-là, c'est juste que c'est un des derniers qui était, ouvert, dans mon gestionnaire de citations. Et donc, ça commence par une introduction. L'introduction, quand on est, du domaine, elle est absolument non, je ne devrais pas dire absolument. Elle est en général, très souvent, inutile, parce que si on est dans le domaine, en fait, l'introduction, on n'en a pas vraiment besoin. Elle explique vraiment le contexte dans lequel on se trouve. Pour les gens comme moi qui maintenant fait de la vulgarisation, c'est hyper précieux pour moi d'avoir l'introduction, parce que c'est là qu'on va vraiment avoir justement ce Super contexte, et moi Poulain quand je fais de suit la la chaîne. vulgarisation, je cherche le contexte justement. Ce qui est mis dans l'introduction, souvent, ça va être on va retrouver les consensus scientifiques. On va retrouver ce qui est su de façon beaucoup plus ancrée. C'est-à-dire que bah, c'est ça, du consensus, c'est exactement ce que j'avais pas besoin de préciser. Donc l'introduction, hyper important pour les gens qui sont externes au domaine ou qui arrivent dans le domaine. Par contre, pour les gens qui sont du domaine, en général, c'est une partie qu'on saute et qu'on ne lit pas. Et donc c'est vrai que Ensuite, quand on c'est n'est pas du domaine, ça donne un état de la science sur le domaine finalement. Enfin quelque part, ça donne un. exactement.
Donc moi, quand je fais de la vulgarisation, ce que je vais faire, c'est que je vais, chercher une collection d'articles et dans cette collection d'articles, je vais lire quasiment que les intros pour avoir, une idée un petit peu de c'est quoi les consensus, c'est quoi qui se sait et une fois que j'ai un petit peu cette idée globale de ce c'est quoi le sujet, là, je vais rentrer dans la suite des articles. Mais c'est vraiment les intros qui vont, moi, me donner une idée de ce qu'est le du contenu du sujet, en fait. Donc, hyper précieux quand on arrive dans le domaine, quand on essaie de découvrir. Ensuite, on a la section matériaux et méthodes. La section matériaux et méthodes, parce que donc là, on parle souvent de remarque, ça me fonctionne aussi, j'allais dire de sciences expérimentales, mais ça fonctionne aussi pour des sciences, plus théoriques. Grosso modo, c'est quand on amène un article, on veut amener, une nouvelle connaissance, un nouveau jeu de données, on veut amener quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, on l'a produit d'une certaine façon et donc les matériaux et méthodes, ça explique comment est-ce qu'on a produit cette information-là et donc quand c'est des expériences, ça, c'est des expériences sur des humains. Ils nous expliquent combien il y avait de sujets, où est-ce qu'ils étaient, c'était quoi leurs conditions, les conditions expérimentales. Donc c'est là, ça c'est la partie la plus chiante à lire a priori, mais c'est là où on vérifie que la science a été respectée. C'est-à-dire qu'on n'a pas des facteurs confondants, on n'a pas des biais, on n'a pas. C'est là que c'est chiant à lire, mais c'est toujours la partie, c'est une partie quand même qui est assez critique et on ne pourra pas regarder les résultats de façon correcte si on n'a pas une idée de comment ont été acquis ces résultats. Donc, ça, c'est la partie matériaux et méthodes. Ensuite, on a partie résultats. Donc, dans les résultats, ici, bah, là, c'est comme son nom l'indique, c'est les résultats. Donc, on vient chercher, ok, bah, il y avait tant de personnes qui ont eu les doigts fripés, tant de personnes qui n'ont pas eu les doigts fripés, etc. Et c'est les résultats, mais alors sans, idéalement, c'est pas toujours bien écrit, mais idéalement sans aucune interprétation. C'est-à-dire que c'est du factuel. On a mesuré ça, point. Ça ne veut rien dire. On a mesuré ça, c'est tout ce qu'il y a comme information. C'est dans la discussion que c'est là que ça devient intéressant. C'est l'autre partie que je lis beaucoup. Parce que dans la discussion, on prend les résultats et on les met en contexte avec toute la littérature scientifique qui s'est faite sur ce sujet-là. Donc, si on a, je sais pas, 30 personnes qui ont réussi à avoir la peau fripée, hein, en l'occurrence, il parle pas vraiment de ça, cet article-là, il parle d'autre chose. Si on a eu 30 personnes qui ont eu la peau fripée et 0 qui n'ont pas eu la peau fripée en mettant les mains dans l'eau, ben, ils diront: «OK, ben, dans la littérature, il se trouve qu'il y a un autre article qui, trouve un résultat contradictoire avec le nôtre et on pense que c'est pour telle raison». C'est là qu'on va venir apporter vraiment de la comparaison avec de la littérature et qu'on va venir apporter de l'interprétation. Donc c'est là qu'on va venir ajouter vraiment de la réflexion. Mais tout ce qui est avant, matériaux, méthodes et résultats, on n'amène pas, a priori, d'informations humaines, entre guillemets, en tout cas pas d'interprétation. Et des fois, il y a une conclusion en plus de la discussion. Des fois, c'est les deux mélangés. Puis la conclusion, c'est un résumé de la conclusion. Et dernière section, hyper méga importante, les références. Donc moi, je suis toujours le nez dans les références parce que toutes les fois, donc surtout dans l'intro et surtout dans la discussion, toutes les fois où les auteurs vont faire référence à une autre recherche, ils sont obligés de citer. À chaque fois qu'ils avancent une information, ils sont obligés de la citer. Et cette information-là se retrouve dans les références. On sait d'où viennent les articles. Et c'est là que ça va être super important d'aller voir ces références. Alors, c'est là que ça devient un travail sans fin, parce qu'à partir du moment où on regarde une référence, bah, cette référence-là, elle a aussi des références, et puis on va regarder les références, etc., etc. Donc, on n'en finit pas. Mais c'est super important de le faire un minimum. Je vous donne un exemple. J'avais fait une vidéo sur quelle est la meilleure brosse à dents. Et pour cette vidéo-là, je ne vais pas le retrouver aussi rapidement, je pense. Est-ce que j'ai brosse à dents? Brosse à dents. Brosse à dents, ça, c'est toute ma revue de littérature. C'est énorme, hein. J'en ai bouffé de celle-là. Sur les brosses à dents, il y avait un article dans le lot, je ne sais plus lequel c'était, qui résumait tout. Il me disait: «OK, si tu as les poils comme ça, puis les autres comme ça, c'est trop bien parce que machin, si tu as le». J'avais tout le résumé, j'avais toute ma vidéo qui est faite. Puis je suis allée voir les références. Elles étaient toutes financées par Oral-B ou un truc comme ça. Puis là, c'est comme OK. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je considère que cet article, et c'est pas que c'était pas de la mauvaise volonté de la part de l'article, c'est parce que la plupart de la recherche dans ce domaine-là est financée par des boîtes privées. Mais c'est parce que je suis allée voir les références que moi j'ai décidé de ne pas reprendre
ce que cet article avait dit, parce que pour moi, c'était un problème, il y avait un conflit d'intérêts. Pour moi, c'était un problème d'avoir que des recherches qui étaient financées. Mais ça, j'ai pu le faire que parce que je suis allée voir les références et que je suis allée toutes les chercher. Je suis allée toutes les chercher et j'ai dit: «OK, celle-là est financée, celle-là elle est publique, celle-là elle est financée, celle-là elle est financée, celle-là est financée», et cetera, et cetera. Donc c'est hyper important, les références, d'aller les voir et aussi, autre chose, dans, cet, article, un autre article, je sais plus, non, dans cet article-là, ils disaient à la fin, ils mettaient leur recherche en contexte dans la discussion, ce qui était très bien et ils ont cité un article qui est un article phare de ce domaine, mais ils ont jamais dit que cet article phare du domaine était en contradiction avec leurs résultats. Ce qui est c'est un peu moyen. Ils auraient dû le D'accord. dire. Ouais. Mais c'est parce que je suis allée voir cet article que je me suis rendu compte que cet article était en contradiction avec un précédent qui était aussi considéré comme un bon article. Et donc là, tout d'un coup, on comprend que, ok, donc cet article-là, il amène une information de plus, cool, mais tu peux pas te dire qu'il y a un consensus parce que tu as déjà un autre article qui était dans une voie différente. Et donc là, il y avait un petit peu de malhonnêteté, je trouve, dans le fait que, ils ne disaient pas que, ils étaient les seuls à penser ce qu'ils pensent. Donc voilà, d'où le fait qu'il y a besoin d'aller voir aussi les références. Et oui, j'ai déjà été citée en référence pour répondre à la question de Gruldo77. Alors, oui, là-dessus, d'ailleurs, il y a des métriques là-dessus, hein, sur le nombre de références, le nombre de fois où on est cité. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça, d'ailleurs, de mettre en avant je sais plus comment on appelle ça, l'H-index. En fait, le H-index d'un Oui. auteur. Si on va sur Google Scholar, par exemple, on peut trouver toutes ces... Ça donne lieu à des classements, etc. Bon. C'est ça, puis le H-index et ça sert aussi à, avoir des financements. Plus ton H-index est élevé, plus tu es bla et ça explique aussi pourquoi dans un laboratoire, on a tendance à s'entreciter un petit peu. C'est pour avoir plus de citations. Euh, alors, un point qui peut être intéressant, c'est par rapport à ce que tu viens d'expliquer, en fait, sur le fait que en allant chercher dans les références, bah, tu as trouvé finalement une explication de comment la connaissance avait, enfin, ce qu'il y avait eu dans un article précédent et qui n'était pas forcément évoqué dans la discussion. Est-ce que pour ça, les méta-analyses sont intéressantes, puisque les méta-analyses, c'est un type d'article qui fait un état des lieux de la littérature, en fait. Est-ce que Ouais. ça, c'est quelque chose qui est intéressant ou... Alors, juste pour lancer ça, j'avais en fait dans une vidéo précédente, j'avais fait une pyramide, enfin j'avais repris, c'est pas moi qui l'ai faite, j'avais repris juste pour vous montrer ça, en fait, une pyramide d'épreuves qui expliquait que il y a des choses qui n'ont aucune preuve au départ, c'est les témoignages ou même les avis d'experts, tant experts qu'on soit d'un domaine, lorsqu'on donne un avis, ce n'est qu'un avis. Ensuite, il y a les études, ensuite il y a les études qui sont des réplications d'autres études, et puis il y a les méta-analyses qui seraient un niveau de preuve supérieur, plus fort, puisque disons, il fait un état des lieux. Et en fait, ce schéma, bon, il avait juste été discuté parce que au-dessus de ça, encore au-dessus de la méta-analyse, il y avait le consensus scientifique et j'ai eu pas mal de retours qui me disaient mais c'est illusoire de mettre un état consensus au-dessus de cette Et pyramide. Donc du coup, j'ai carrément viré la vidéo parce que je me suis dit bon, c'est pas très clair. Mais est-ce que néanmoins, il y a quelque chose de vrai dans ce schéma ou oui, pas? oui, tout à fait. C'est très vrai, hein. En fait, c'est un petit peu comme ça que c'est pensé. Ça fait un peu grincer des dents, les méta-analyses. Pourquoi ça fait grincer les dents? Dans le monde des chercheurs, hein, pas ailleurs. Tu me diras, c'est dans le monde des chercheurs qu'il y a des méta-analyses. C'est que le problème des méta-analyses, c'est que, encore une fois, on arrive toujours au même problème, mais tu as une personne qui décide de faire une méta-analyse sur un sujet. Donc, il récupère toutes les études de tout le monde, il fait un condensé, il fait un résumé qui va être très utile à tout le monde qui débute dans le domaine ou ça pour montrer l'état des lieux. Sauf qu'après, qui c'est qui se fait citer? C'est que lui.
Et donc ça agace un peu certains chercheurs qui produisent de la recherche qui est, très importante pour leur domaine et qui ne sont jamais cités parce qu'en fait, ils sont cités au travers d'une méta-analyse, qui résume l'état des lieux. Donc ça, c'est la partie grinçage de dents. Moi et donc on avait déjà eu des instructions, je pense que c'était quand je faisais mon doc, de ne pas citer les méta-analyses et de citer plutôt les articles d'origine. Ce qui est une très bonne façon de faire aussi, surtout même, il vaut mieux aller, chercher la source d'origine. Mais les méta-analyses, pour moi, c'est hyper précieux parce que c'est vraiment, avec ça qu'on arrive, on dit: «OK, cette méta-analyse, elle a été publiée en 2015. Et ben, en 2015, l'état des lieux des connaissances, c'était ça. Et donc quand une méta-analyse est bien faite, pour moi, elle est hyper précieuse et on devrait avoir une méta-analyse sur chaque sujet, si c'est dans les dans le monde idéal, tous les, 5 ans pour un sujet qui bouge pas beaucoup et tous les ans pour un sujet qui bouge beaucoup, quoi. D'accord. En tout cas, pour un néophyte, j'allais dire, enfin quelqu'un qui n'est pas spécialiste du domaine, pour le coup, c'est peut-être plus intéressant alors de commencer par lire des méta-analyses. Moi, le 1er article que j'ai lu quand je suis arrivée dans mon doctorat, c'est on m'a dit: «Tiens, voici cet article, de 2013». À l'époque, il était pas si vieux quand j'ai commencé c'est une méta-analyse. Tu prends ça, puis à partir de ça, tu vas chercher toutes les références, puis tu lis toutes les références et tu auras déjà une bonne idée de ton nouveau domaine de recherche. Donc le méta-analyse, c'est très précieux. D'accord. Bon alors du coup, je ne jette pas complètement le schéma. Non, non, pour moi, c'est bien. Et puis dans les méta-analyses aussi, il y a les consensus qui sont censés ressortir dans une méta-analyse qui est bien faite. D'accord, mais je pense qu'en fait, ce qui avait gêné par rapport à ce schéma, c'est que dans la version que j'avais utilisée moi dans la vidéo, c'est qu'il y avait un étage en plus Audalavi 91 suit la qui chaîne. était le consensus et qui du coup pouvait pas être aussi formel. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit. Ça rentrait plus dans les niveaux de preuve, c'était quelque chose qui était transitoire. Enfin bref, bon, j'ai compris que c'était peut-être pas du même niveau les autres éléments en fait, puisque c'est Je impalpable sais en fait. pas, moi ça m'aurait pas tant choqué. Ça me choque pas que ça y soit pas et ça me choque pas que ça y soit. Parce que, on est dans de l'explication là. Quoi qu'il arrive, tu la pyramide, il y a plein de nuances. On est dans une simplification de la réalité, quoi qu'il arrive. Oui, oui, Donc oui, dans l'objectif d'une simplification de la réalité, ça me choque pas de mettre consensus au-dessus. d'accord. Alors. Euh, alors, il y a un certain nombre de questions. Après, on va prendre des questions dans le chat, hein. J'avais déjà, moi, un certain nombre de questions. Alors déjà, une première question à la base, c'est concrètement, comment on accède aux articles? Parce que les articles, les revues, là, dont on a parlé, sont Mmh. payantes. Donc, déjà, Ouais. comment font les chercheurs pour accéder aux articles payants? Et comment faire quand soi-même, on n'a pas forcément accès? Alors pour les chercheurs, ils sont souvent toujours en général affiliés à une université et cette université paye des droits pour accéder à plein de recherches et donc bah, c'est comme ça qu'ils accèdent, via les souscriptions de leurs universités. Il se trouve que de plus en plus d'universités, dont la mienne, ont décidé qu'à partir de maintenant, ça suffisait, que c'était bien trop cher ces, souscriptions-là et qu'ils arrêtaient de les prendre. Et donc, on a une petite problématique, même les chercheurs, à ne pas avoir accès ou à avoir du mal à avoir accès à ces articles-là. Reste, la façon légale, c'est d'aller payer pour chaque article, ce qui revient très vite très cher, donc c'est pas viable. Donc la solution, c'est, de pirater. Ça m'emmerde de dire ça, de dire que la solution pour accéder à la science, c'est le piratage, mais je pirate tous les jours, 10 fois par jour, 20 fois par jour, 100 fois par jour s'il le faut et pour moi la science, ça doit être, les connaissances doivent être, en accès gratuit, donc je piraterai autant qu'il le faudra pour le faire. Comment est-ce qu'on y accède? C'est avec le site Sci-Hub. Je peux te repartager mon écran, puis on peut Ouais. aller voir ça ensemble. Je donne parce que j'ai vu qu'il a été cité dans le chat, donc je n'hésite pas Ouais, à donner le lien, hein, et puis
Sci-Hub. Alors, j'avais fait une vidéo explicative sur ma Pourtant, je suis la chaîne chaîne. C+, de comment utiliser Sci-Hub. Et puis, bah, elle a été supprimée par YouTube parce qu'elle ne Ah ouais, respectait pas ouais, elle respectait pas les règles. Parce que c'est du d'accord. piratage. Il faut savoir que c'est illégal. Donc, moi, je suis au Canada en ce moment. Et au Canada, il se trouve que Sci-Hub est beaucoup plus accessible qu'en France. Donc, la façon dont moi je vais l'utiliser est probablement pas la façon dont vous pouvez l'utiliser si vous êtes en France. Mais donc Sci-Hub, ça ressemble à ça. Donc, en ce moment, un des sites qui fonctionne bien, c'est sci-hub.st. Si vous voulez savoir le Sci-Hub qui fonctionne, parce que comme c'est piraté, ça arrête pas d'être take down, d'être enlevé par les gouvernements. Et donc ici, vous avez un petit peu les adresses actives. Donc si jamais vous tapez sci-hub.st et que ça ne tombe sur rien, bah, ici, vous avez les autres adresses qui sont censées fonctionner. Donc voilà. Puis la façon dont on l'utilise après, bah, on va chercher un article. Donc les articles, où est-ce que moi je les cherche? Moi, je les cherche sur Google Scholar, qui est donc le Google des chercheurs, on va dire. Il y en a plein des façons, des moteurs de recherche d'études scientifiques. On a PubMed qui est spécialisé pour le médical, on a The Engineering Village, il y en a plein. Moi, celui que j'utilise le plus, c'est Google Scholar. Et à partir de là, je vais aller chercher, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut taper, bah tiens, ma dernière recherche, ce qui est ma prochaine vidéo. Donc, Bubble Wrap, je vais chercher un article. Ici, j'en trouve un. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai probablement pas accès. Donc, je vais prendre le DOI ici, je le copie, je le colle dans Sci-Hub. Et si ça marche pas tout le temps, j'ai accès à l'article. Voilà, donc là, ça a marché et j'ai plus qu'à le télécharger et puis à le mettre dans mon gestionnaire de citations que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, pardon, est-ce que tu peux juste refaire la manip? Parce que j'étais en train de Ouais, manipuler la fenêtre et de la passer en grand écran et je sais pas si on ah OK. l'a si on l'a bien vu. Donc je disais que, je vais sur Google Scholar pour, aller chercher les articles. Il y en a OK, plein d'autres, mais, c'est sur celui que je vais. Une fois que j'ai trouvé un article qui m'intéressait, je clique sur cet article-là, je viens récupérer le DOI, qui est un identifiant de l'article. Je le copie et je le colle dans Sci-Hub d'accord. et Sci-Hub me le trouve. À noter que ça marche pas toujours. C'est pas l'entièreté de la science qui est référencée dans Sci-Hub. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mais ça fonctionne assez souvent. L'autre façon de faire, sur Twitter, vous pouvez taper le hashtag ICANHASPDF. Et donc là, vous demandez aux autres, à la communauté scientifique, est-ce que vous avez accès à cet article? Et s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me l'envoyer? Donc j'ai déjà fait appel à ce «service-là» entre guillemets, c'est pas vraiment un service, où on fait hashtag #ICANASPDF et le DOI ou le lien vers l'article et puis quelqu'un vous l'enverra, par mail ou par truc privé, par message privé, si cette personne a accès aussi. Mais ça donc ça c'est moi, c'est la méthode que j'utilise, Sci-Hub, parce que ça résout 99,9 de mes problèmes. J'arrive à quasiment accéder à tous les articles qui m'intéressent avec ça. Mais il y a d'autres méthodes, hein. C'est celle que j'utilise le plus souvent. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est étonnant, hein, en tant que chercheur, ayant besoin d'accéder à la connaissance, de devoir passer par des moyens détournés comme ça, c'est... Beh, quand je faisais de la recherche et que j'étais donc, employée de mon université, bah, j'allais quand même sur Sci-Hub parce que mon université n'avait pas tous les accès. Donc même les chercheurs, qui sont censés avoir accès n'ont pas ça. Ok, alors, donc il y a eu des réactions, mais il y a des gens qui ont posé des questions et déjà ils ont eu la réponse dans le chat Mmh. lui-même. Je vois, c'est quoi la différence entre méta-analyse, entre la méta-analyse et la revue systématique? Tu- Bonne question. Je me demande si c'est pas un peu synonyme? Je ne Mais saurais parce pas qu'une répondre. méta-analyse, c'est une analyse des analyses et une revue systématique, pour moi, c'est ouais, pour moi, c'est assez synonyme. S'il y a il y a peut-être une différence, mais là, comme ça, je l'ai pas. Moi non plus. Euh, alors,
Bon, j'essaye de repérer s'il y a des questions. Euh, Bonjour, les membres des comités de lecture ont-ils le droit de garder une copie des études qu'ils ont relues? Je pense que de fait, Merci. Un peu de lumière dans ce monde absurde. Ouais, oui. je pense que Futurman, on Futurman. m'a jamais demandé de supprimer ce que j'avais reçu. Donc oui, mais Tiens, après, suis la j'ai pas le chaîne. droit de le. Si l'article a été refusé, j'ai pas le droit, moi, d'aller le publier après. Mais non, on m'a jamais demandé de supprimer des fichiers à ce niveau-là. Euh, Alors, très bien. Donc je surveille hein, s'il y a des questions. Alors nous, on avait aussi donc prévu de dire, on l'a un petit peu dit finalement, mais donc comment on détermine rapidement si l'article nous intéresse ou pas finalement. C'est Ça dépend. l'abstract. C'est l'abstract, voilà. Ouais, c'est avec l'abstract. Des fois, les articles sont les titres, pardon, sont très clairs. Des fois, ils le sont pas vraiment. C'est l'abstract qui va nous dire ah, ok, ça m'intéresse ou pas. Et puis, ouais, voilà, c'est l'abstract. Ratus-Bagaming suit la Et chaîne. après, comment déterminer si la lecture nous est vraiment accessible? Alors là, je parle plutôt en tant que néophyte, c'est-à-dire si on n'est pas chercheur dans un domaine et qu'on se Ouais. retrouve à lire des articles qui sont souvent c'est hyper pointu. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, l'auteur ou les auteurs sont pas là pour faire de la vulgarisation, donc ils y vont avec les termes les plus Mhm. pointus, les notions, et donc parfois on se retrouve un peu perdu. C'est bon, Je Toto, dirais ça c'est donne. normal. Enfin, faut pas Merci. s'affoler, quoi. C'est pas... En fait, je te dirais, les articles ne sont pas faits pour les néophytes. Et c'est toute la complexité de dire aux gens allez chercher vos propres sources. C'est parce qu'elles sont difficiles à comprendre, les sources. C'est moi quand je fais de la vulgarisation et que je vais lire ces articles-là, je suis jamais experte du domaine. Je peux pas être experte de tous les sujets du monde. Euh, donc à chaque article, je découvre l'ampleur de mon incompétence. Et donc, ce que je fais, c'est que je lis plein d'introductions et puis là, j'apprends petit à Bat-Bafisky petit suit que, la chaîne. ah, en fait, tel mot, ça veut dire ça. Parce que c'est pas parce que on connaît le mot, on l'a déjà entendu, qu'on comprend son sens dans ce contexte-là aussi. Donc, c'est ça qui est compliqué. Donc, moi qui connais la façon dont la science fonctionne, à chaque fois que j'arrive dans un nouveau sujet, il faut que j'apprenne vraiment comment est-ce que ça fonctionne, ce domaine-là. Puis il y a des domaines où je vais juste pas y aller. Par exemple, tout ce qui est on parle, beaucoup et à raison, des vaccins, d'épidémiologie et cetera. Moi, je sais que sur ce sujet-là, mon, background, ce que je sais de la science est pas assez avancé pour que même en lisant 15 intros, j'arrive à comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc moi, je décide que ces choses-là, ce domaine-là, je n'irai pas. Ou alors j'irai pas seule. J'irai accompagnée d'un ou d'une experte avec moi qui vient me prendre par la main pour m'amener où est-ce qu'il faut m'amener pour ce sujet-là. Heu, donc il faut reconnaître qu'un article scientifique, on est capable de le lire si on a quand même un minimum de base en sciences. Et plus on a des bases, plus on va être capable d'avoir une grande variété d'articles qu'on est capable de lire. L'autre chose, et c'est là aussi que c'est compliqué, c'est que non seulement il y a son background, scientifique qui est nécessaire pour comprendre les articles, mais il y a aussi de comprendre comment fonctionne la science. Ce qu'on disait au tout début du live, on parlait du fait que, en fait, il y a pas vraiment des battles de scientifiques. Quand il y a un article qui contredit un autre, c'est pas parce que, la science a tort, c'est parce qu'on continue d'évoluer et d'avancer dans les connaissances. Mais si on arrive et qu'on lit un article et qu'on ne sait pas comment est-ce que ça fonctionne, et qu'on lit un article qui dit une chose, un article qui dit une autre, on va dire, je sais pas, les scientifiques c'est tous des pourris, ou alors on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, ou alors on peut inventer toute une façon d'interpréter ce genre de choses-là. Et il faut être capable de dire, ok, ben, ces deux articles qui se contradisaient, si je lis lui et que je vois sa méthodologie, elle est vachement moins forte, son étude est vraiment moins bien pensée que celle-là. Et ça, moi, je peux le juger parce que je sais, je connais le processus de la méthode scientifique. Ou alors, on peut dire, bah, les deux ont une méthodologie forte, mais on a des résultats différents. Bah, d'expérience, on sait que ça veut dire que, bah, il y avait peut-être pas assez de personnes qui ont été testées. Ou alors, ça veut dire qu'il y a eu un problème dans la méthodologie, ou ça veut dire qu'on n'est pas en train de regarder la bonne variable. Donc,
c'est plus qu'on peut pas conclure plutôt que de conclure, sur, le fait que les études ont été mal faites ou quoi. Enfin bref, il y a une interprétation à faire qui est à la fois, alimentée par son propre background scientifique et qui est alimentée par la connaissance de comment fonctionne la méthodologie scientifique. Ouais, et ça, je dirais qu'on est vraiment sur enfin, le fait de, voilà, d'être conscient de ses limites, en fait. Je sais pas comment dire, mais voilà, d'être capable de reconnaître, voilà, que peut-être on sera dépassé. Et comme tu dis, après, il faut peut-être aller chercher quelqu'un qui nous tiendra par la main, ou Mmh. donc aller voir un expert, ou bah, c'est C'est là ça. que l'intérêt de la vulgarisation, quoi. Exactement, c'est le point que je voulais ajouter. C'est, par exemple, pour tout ce qui est, changement climatique, virologie, ce genre de choses, heu, moi, je sais que moi, toute seule, je peux pas aller chercher l'information pertinente. Je peux pas. Je peux pas. C'est pas dans mes compétences. Donc, je vais faire confiance à des, journalistes ou à des vulgarisateurs qui m'ont déjà prouvé par le passé qu'ils étaient, compétents dans ces domaines-là. Et parce que, je sais que, ça fait peut-être 15 ans qu'ils, font, des reportages sur l'environnement et donc en 15 ans, ils ont vu plein d'aspects de l'environnement qui font qu'ils ont une idée globale de quelle est la problématique. Et donc ça, c'est très précieux d'avoir ces gens-là et donc je vais transférer ma confiance à une personne que je considère de confiance. Bien sûr, cette confiance peut être trahie, donc on espère que je me suis pas trompée dans la personne, mais je vais transférer ma confiance pour certains sujets parce que je sais que je peux pas les aborder moi-même. D'accord. Alors, par rapport à, par rapport en fait aussi aux articles, mais je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé finalement. Est-ce qu'il y a des méta-informations qui peuvent être utiles sur l'article, savoir notamment s'il a beaucoup été cité, s'il a été discuté, tout ça, c'est aussi important avant peut-être de se lancer dans la lecture de. Ouais, tout à fait. Alors là, bah, si tu veux, tu peux replacer mon Oui, écran que j'ai pas, bougé. Sebanet78 suit la Donc, chaîne. dans les, méta-informations, il y a des choses qui, peuvent être Cyrus intéressantes. suit la chaîne. Par exemple, ici, dans cet article-là, vous voyez, il est cité 455 fois. Ouh! C'est beaucoup. Il y Cyrilor a des suit la chances que chaîne. cet article, en fait, ça a été un article de référence pour un certain domaine parce qu'il est cité autant de fois. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un article ici qui est cité 7 fois. Bah, il y a des chances que ça veut pas dire qu'il est pas bien fait, hein. Ça veut dire qu'il a été moins impactant dans la communauté scientifique. Donc ça peut donner aussi des informations, à ce niveau-là. Une autre chose, je vais arrêter de partager mon écran puis de partager une autre fenêtre. J'arrive. Hop, papou et je te partage cette fenêtre-là. Autre chose que, je peux regarder, dans cet article-là, c'est, Olbok suit la chaîne. donc je reviens à ma précédente vidéo sur les doigts fripés. Là, je suis allée voir, OK, mais il y a qu'un auteur. C'est rare, hein, les articles où il y a qu'un auteur. Puis il se trouve que ce gars-là, il est en département de psychologie. Puis ça m'a dérangé dans l'article, parce que l'article ne parle nullement de psychologie. L'article, c'est il y a un petit peu de mécanique, il y a de l'électronique, il y a de la neurobiologie, il y a beaucoup de choses, mais il y a pas de psychologie. Et donc ça m'a mis la puce à l'oreille de: «Est-ce que cet article est fait par quelqu'un qui est vraiment expert de son domaine?» Et donc je suis allée chercher son profil, pour aller voir des parce que des fois les gens ils sont dans un département, mais en fait ils sont spécialisés en neurobiologie et c'est juste que ça s'applique au domaine Éléant de la suit la psychologie, puis chaîne. ils sont dans ce département-là. Donc des fois, des fois c'est pas, ça veut pas dire que c'est mal fait. Et donc je suis allée voir le profil de cette personne. Donc ça fait partie des méta-informations qui moi m'intéressent, qui vont me mettre la puce à l'oreille. C'est aussi cet article-là qui n'a pas dit que l'article qu'il citait était en contradiction avec lui. Heu, Lui donc département de psychologie, j'ai pas l'impression qu'il ait fait autre chose que de la psychologie alors qu'il parle pas de psychologie dans cet article. Donc ça me met des petits: cet article il me dérange». Et donc d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pas tant utilisé. Et ça veut pas dire qu'il est mal fait, mais ça veut dire que j'ai suffisamment de puces à l'oreille qui font que, ah, je sais pas si, je le mettais en avant que ça. Donc oui, les méta-informations sont super importantes parce qu'elles amènent le contexte
euh, de l'article. BMTC-bas acoustique Et suit alors, la il y chaîne. a, alors, il y a plusieurs questions intéressantes dans le chat là-dessus. Il y a Yog Sotat qui, je m'excuse pour la prononciation du pseudo, qui dit, c'est aussi une indication en tant qu'auteur, pour savoir finalement avoir un retour sur la manière dont ton étude a été C-Bas-Wolf-21 suit reçue la par la chaîne. commune, le fait d'être cité ou pas. Oui, c'est bien d'être cité, c'est toujours agréable parce que c'est un petit peu la plupart des articles sont quasiment pas lus, hein, sur tout ce qui a été publié dans le monde. Donc quand on est cité, quand on est lu, bien sûr, c'est flatteur et ça fait monter le CV. Et alors à l'inverse, est-ce qu'on peut pas, nous demande Katamae, citer un article dans le but de le critiquer, alors ce que n'avait pas fait donc finalement l'auteur de cet article-là, si j'ai bien compris, puisqu'il a cité quelque chose sans, sans dire qu'en fait il obtenait les résultats inverses. Et donc il demande si oui, le nombre de citations ne doit pas dire grand-chose sur la confiance qu'on peut avoir dessus, Monsieur ou Ranchot suit la enfin chaîne. voilà, où est-ce qu'on se base pour savoir si c'est trop critiqué, Non, c'est supprimé. c'est pas tant sur la confiance que tu peux avoir, mais plus sur le fait que cet article a été important dans son domaine. C'est plus dans cette idée-là. Là, sur les doigts fripés, la comment dire? Il y a, Jitserum-bas live suit la chaîne. 4-5 articles qui sont vraiment beaucoup cités et donc moi, je vais aller voir ces 4-5 là parce que je sais que c'est eux qui vont être vraiment le cluster, la base de tous les autres articles. Parce que je sais que c'est eux qui se font tout le temps citer et donc ça va être eux les plus importants parce que c'est la base du travail des autres. Mais ça veut pas dire que, en général, un article qui est beaucoup cité, ça va pas être un article d'une revue prédatrice, hein, par exemple. Donc il y a quand même un Hemingway petit suit la peu, à chaîne. minima, cette simili-garantie-là. Alors, j'essaie de regarder en fait si on cite, ou du moins on cherche à le citer, mais on a du mal à trouver un article. Non, j'essaie de... Des fois, il y a des gens qui se répondent dans le chat, donc pas évident de Oui. toujours distinguer les questions. C'est possible de désactiver la voix qui énumère les followers. Ah oui, pardon. C'est vrai que j'ai une voix qui énumère. Oui, je peux la baisser un petit peu. J'ose toujours. Enfin, j'ai toujours beaucoup de mal à toucher à la table de mixage parce que tout à l'heure c'est comme ça que tout a foiré. Voilà, j'espère que vous entendez toujours. Euh, D'accord. Et alors, parmi les questions qu'on avait notées nous, euh, voilà, oui, je crois on a abordé à peu près tous les sujets. Enfin, à moins qu'il y ait des questions auxquelles on avait pensé et que j'ai oublié. Je ne sais pas si s'il y a quelque Non, chose qui c'est te... bon, mais je vais peut-être juste, je l'ai déjà un peu dit, mais redire que c'est un très bon réflexe d'aller chercher les études, mais qu'il ne faut pas se sentir mal d'aller donner sa confiance à des gens de confiance. Parce que c'est pas toujours facile d'aller lire des articles. Moi, les articles il y a plein de domaines où je fais un refus d'obstacle parce que c'est trop grand. L'ampleur de tout ce que je dois apprendre pour arriver à comprendre un article est tellement grand que je peux pas y aller. Et donc, je vais décider d'aller voir des journalistes qui font ça bien, des youtubeurs où je sais qu'ils font ça bien. Et donc, comment est-ce que je sais que quelqu'un fait ça bien? C'est parce que quand je le suis depuis un moment, que je vois qu'à chaque fois c'est sourcé, pour moi c'est majeur cette chose-là. Il faut que quelqu'un qui avance une information ait la source de cette information. Et donc, moi, je suis prête à donner ma confiance à une autre personne qui a une expertise suffisante pour comprendre un domaine. Et donc, oui, allez voir les sources que vous pouvez comprendre, mais attention à ne pas faire des conclusions trop hâtives si jamais en fait, vous n'avez pas forcément toutes les billes pour comprendre ces articles-là. Oui, moi, alors, un exemple là, pour ceux qui sont dans le chat et qui suivent la chaîne Défécateur vite fait, ça vous parlera peut-être, mais il y a un an, j'avais sorti une vidéo en petit format sur le masque, en fait, sur l'intérêt du port du masque en période de pandémie, et elle avait été très commentée par des gens qui étaient contre le port du masque, et qui avaient sorti, moi je me souviens notamment de longs commentaires avec des bibliographies, mais qui étaient, bon, c'était déjà du cherry picking, et puis c'était, enfin, ça recoupait pas mal des points qu'on a abordés ce soir, notamment il y avait des préprints, des choses qui avaient été relues nulle part, il y avait
article avait été rétracté. Et en fait, typiquement, c'était quelqu'un qui, voilà, avait été pioché un maximum d'articles à droite, à gauche, sans vraiment comprendre ce qu'il partageait. Et enfin, pour moi, ça faisait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, en regardant cette bibliographie, je voyais tout de suite que il maîtrisait pas le sujet du tout, en fait, et qu'il avait vraiment été faire de la cueillette à droite, à gauche, et faire une accumulation de choses, mais qu'il n'était pas rentré, en fait, dans le... Je crois même... il y a sans doute, si Ramona Stone ou enfin, des gens qui sont souvent là dans les commentaires de la chaîne se souviennent, je crois qu'il y avait aussi des contradictions en fait entre certains articles. Enfin, voilà, forcément, il faut vraiment voilà rester humble, je pense, par rapport à ce type de lecture, quoi. Enfin, je sais pas si c'est Ouais. ça qu'on peut. Mais faut être conscient que je peux te prendre n'importe quel article, puis te prendre des citations, puis t'amener soit dans un sens, soit dans l'autre. Pour tout, on peut faire ça. Et donc, évidemment, il y a des gens mal intentionnés qui pas lire l'article et puis qui vont prendre juste la partie qui les intéresse et aller faire leur discussion, par eux-mêmes. Et ça, bah, tu peux pas vraiment, enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut lutter, contre ça. Le tout, c'est de rester plus facile à dire qu'à faire, mais de rester dans un dans de ce moi je choisis de façon très volontaire de fermer la porte à tous les médias qui, ne sont pas des médias, sérieux. Facebook, je l'ouvre plus. Je sais que les gens que j'ai, il y en a certains qui vont partager des choses avec des sources peu fiables Alors et c'est sûr, il est planté donc en plus, Facebook, donc ça ouais, tombe c'est bien. ça. Mais sur Twitter, je choisis qui c'est que j'ai dans les personnes que je suis et si jamais c'est une personne qui a tendance à publier des articles un peu moins sourcés, ben je l'enlève parce que je veux juste pas être exposée, en fait. Bon, ça, c'est ma méthode à moi, c'est un refus d'obstacle, comme on dit, je refuse d'être exposée. Mais et j'ai pas de méthode magique, hein, malheureusement, mais des gens qui manipulent l'information, il y en aura toujours. Et là, moi, le pire, c'est que, en fait, je pense que les personnes qui s'exprimaient là, je reprends toujours cet exemple là de la vidéo sur les masques, mais je pense même pas qu'ils étaient manipulés. C'est vraiment d'eux-mêmes, en fait, qui faisaient des recherches, mais sans méthode, quoi, et que donc, du coup, Mmh. bah, ils trouvaient un peu n'importe quoi. Et voilà, comme tu le dis, Mais on peut trouver des... surtout qu'au tout début, sur les masques, il y avait des voix discordantes Oui, entre ce tout que à les fait, ouais. politiciens choisissaient de dire, les scientifiques qui étaient choisis pour être amenés sur le plateau. Je pense que ça a évolué, pendant la pandémie, je ne sais pas comment c'est en France, mais je pense qu'on fait plus attention aux scientifiques qu'on invite sur les plateaux. Heu, c'est Si on voit toujours les mêmes têtes dans les médias pour parler de tous les sujets, il y a un problème. Ces Ouais. gens-là, s'ils se présentent en tant qu'experts, c'est qu'ils ont une expertise. On n'en a pas 36. Et que s'ils viennent parler sur 36 expertises, c'est qu'ils ne sont pas experts. C'est que c'est juste des citoyens auxquels on a collé la PhD, le doctorat, et puis on fait croire qu'ils ont une expertise dans tout parce qu'ils savent bien parler dans les médias. Donc là, on rejoint toutes les thématiques que je suis en train de faire sur la chaîne C+, sur les scientifiques qui parlent dans les médias. C'est d'ailleurs une des je pense que c'est la vidéo de vendredi qui va parler de ça, qui indique aux chercheurs, n'allez pas dans les médias si en tout cas pas avec le titre de chercheur, pas avec le titre de docteur, si c'est pour parler d'un autre sujet que celui de votre expertise. Et c'est dur à faire. Ça a l'air simple dit comme ça, c'est hyper dur à faire. En ce moment, je travaille pour une émission de télé au Québec. J'ai lutté pour faire enlever mon titre, pour faire enlever le fait que j'ai un doctorat, le fait que j'ai une expertise de cette association-là, parce que je ne parlais jamais de ce que j'ai fait en recherche. Donc si je parle jamais de ce que j'ai fait en recherche, je ne suis pas plus compétente qu'une autre pour venir, parler de tel ou tel autre sujet. Et c'est dur à faire parce que c'est vrai que j'ai un doctorat, c'est faux. Tu peux dire, Viviane Lalande, PhD, oui, tu peux le dire. Mais à partir du moment où tu rajoutes cette information-là, tu viens de me présenter au public comme étant experte de ce dont on va parler et là, il y a un problème et les médias ont encore ce réflexe-là de, venir chercher des experts qui ne sont pas experts dans un domaine en particulier et il faut arriver à lutter puis je pense que les seules personnes qui peuvent lutter, c'est les chercheurs eux-mêmes. Les chercheurs qui ont de l'éthique. Tout à fait. Ben, alors, c'est vrai que ça va être très intéressant. J'ai redonné le lien de la chaîne C+.
Ça va être intéressant effectivement à suivre parce que voilà, ça regroupe tout à fait des problématiques qui ont émergé cette année. Bon, j'ai vu que dans le chat, vous en parlez aussi. Il y a effectivement Étienne Klein qui a sorti le terme ultra-crépidarianisme. Je sais pas ce que Oui, c'est. je l'ai vu passer. Ça veut dire quoi déjà? C'est le fait. Alors, je crois qu'à l'origine, ça se rapporte au. euh, comment on appelle ça c'est pas le chausseur, c'est le cordonnier. Voilà, le cordonnier doit Hmm. s'occuper de ses sandales en fait, doit en rester à la Ouais, ouais, tout à sandale. Je fait. crois que c'était ça le sens Tout à original. fait. Et c'est vrai que, enfin, c'est la façon de parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas et de s'en improviser expert, quoi. Il y a eu Mhm. beaucoup de ça avec ce que tu disais en fait, effectivement la recherche sur les plateaux télé d'experts de sujets et en particulier aussi la manière très particulier aux chaînes d'infos en continu. Donc on en a plusieurs en France, on a LCI, on a CNews, on a BFM qui organisent des débats et le principe du débat c'est que des gens soient pas d'accord en fait. Et euh, par là même, il y a aussi des fois des surreprésentations de certains points de vue contradictoires pour pouvoir avoir un débat. Et voilà, ça pose aussi d'autres problèmes. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est une vidéo que je voudrais faire depuis longtemps, c'est que les médias, les journalistes sont en général formés plus en littérature qu'en sciences, mettons. Si on cherche un axe, ça, c'est plus côté littérature que science. Et en politique, il peut y avoir plusieurs opinions. Il n'y a pas une vérité absolue, on peut avoir plusieurs opinions. Dans l'économie aussi, on peut avoir plusieurs opinions. Dans les sujets d'actualité, on peut avoir plusieurs opinions et ça fait un sens d'avoir des débats, d'avoir quelqu'un qui présente un côté, puis quelqu'un qui les présente un autre côté. En science, c'est pas comme ça. En science, il y a la vérité, il y a ce qu'on ne sait pas, et il y a ce qu'on sait qui n'est pas vrai. Et donc, à la limite, on peut débattre de façon un peu vaine sur ce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne le sait pas, de toute façon, c'est assez vain. Il y a le consensus scientifique, et puis il y a ce qu'on sait qui n'est pas vrai. Et donc, faire venir des scientifiques sur un plateau pour débattre sur un sujet, c'est aller à l'encontre du processus de la science, un petit peu. Parce que s'il y a un consensus, le soleil se lèvera demain matin, on n'a pas besoin d'amener un scientifique qui vienne dire l'inverse. On n'a pas besoin, parce que c'est ça la vérité. Donc le débat est un peu un non-sens sur beaucoup de sujets. Là, on va pouvoir débattre, c'est sur la science dit que le port du masque permet de réduire la transmission de tant de pourcents. Bon, ok, bah, le débat, c'est est-ce que les politiques publiques veulent mettre en place ce genre de méthode-là. Ça, on peut débattre sur ça. On ne peut pas débattre sur l'effet de voici l'efficacité du masque et de tant de pourcents pour réduire, etc. Et elle est là la difficulté, je pense, qui vient de la part des médias, c'est qu'ils ont été formés à faire débattre sur des sujets débattables, alors que sur la science, on n'a pas forcément des sujets débattables. Tout à fait. Je rejoins complètement ce que tu dis. Moi, j'en avais parlé d'ailleurs dans une des vidéos de cet été. C'est ça, c'est en fait la confusion entre le débat de société sur quelles décisions on prend pour gérer la crise et les faits scientifiques, en fait. Et Oui, tout à fait. un des problèmes en fait qu'il y a eu l'an dernier, c'est notamment par rapport à cet article du Lancet qui a été rétracté, c'est d'avoir pris des décisions très vite sur un article qui venait de sortir et qui finalement était. Alors, il se trouve que et finalement, bon, l'article était mal foutu et prenait appui sur des données bidons, mais qu'au final, bon, il se trouve qu'en fait, il était dans le vrai sans le faire exprès. Mais le problème, Mhm. voilà, c'est que prendre des décisions trop vite à partir d'articles qui n'ont pas encore été accueillis par la communauté scientifique, c'est aussi un problème et voilà, c'est quelque chose qui. C'est un problème, mais en temps de pandémie, je ne sais pas comment on fait, hein. Parce que tu as besoin d'être dans la science, de savoir exactement comment ça fonctionne. Donc tu es à l'affût de ces choses, de ces informations-là. Et tu es à l'affût, mais d'un autre côté, la science, ça va pas aussi vite. Donc Ouais, tu peux pas prendre des décisions. Donc comment est-ce que tu fais? Je J'ai pas la solution. Il ouais, moi non faudra plus. faire venir des gens pour débattre de ça, parce que ça, pour le coup, on peut en parler. Là, pour le coup, On peut on est débattre sur un là-dessus. vrai sujet, ouais, de Ouais. société. Alors, je reprends le chat. Il y avait des questions qui étaient plus spécifiques, notamment une question de Supra Ragnarok,
qui dit bonsoir à tous. Il existe également le site Connected Papers pour explorer les liens de citation entre articles. Un outil intéressant. Je sais pas si tu connais. Connected Papers, non, je connais pas. Je connais Research Rabbit, qui est un très bel outil, mais je pense qu'il n'est pas ouvert au public. Je pense qu'il faut avoir une adresse, une adresse institutionnelle. Mais je connais pas Connected Papers. Je vais me le noter. D'accord. À creuser. Alors, il y a beaucoup de questions là. Du coup, il y a beaucoup de. Ouais, est-ce qu'on peut dire que dans 10 minutes, je vais devoir pas trop tarder? On Tout se à donne fait. 10 Oui, minutes? oui. C'est vrai qu'on s'était donné un impératif Ouais. horaire, hein, donc on va pas prendre plus de 10 minutes de questions. Donc il va falloir être. Alors si tu vois passer des questions qui te parlent, n'hésite pas. Donc il y a des commentaires sur ce qui a été dit. Avoir raison pour les mauvaises raisons. Voilà, oui, bon, alors effectivement, ça mériterait d'être creusé tout ce qu'on a dit, mais. Euh, Oui, mais là, les politiques cherchaient une excuse pour appliquer une décision qu'ils voulaient prendre. Bon, bah, par exemple, là, voilà, là, on rentre plus dans un débat de C'est ça. Puis gestion de là, crise. moi, j'ai 0 envie de me prononcer là-dessus, donc Ouais, non, moi non plus. Après, chacun peut avoir son opinion hein, là-dessus. non, puis c'est difficile, hein, j'aimerais pas être à la place des politiciens en ce moment. Oui, Parce oui, non, que, c'est clair, c'est clair. la science, on lui demande d'aller trop vite là, en ce moment. C'est normal. C'est normal que ce soit difficile. Alors, Yolk Sotot, je voulais revenir sur un problème, selon moi. Un article diffusé par un JT au grand public, même s'il est supprimé ensuite car mal fait, jamais ou rarement, le JT va revenir dessus. Donc les gens gardent une mauvaise info. Comment changer ça? Ah, on peut pas, parce que la fois d'après, c'est pas forcément les mêmes personnes qui seront devant la télé. Donc une fois que la mauvaise info, elle est passée, elle est passée. Et le problème, il y avait eu un article il y a quelques années, je ne l'ai pas sous la main, Ouais. qui, expliquait à quel point c'est beaucoup plus difficile d'enlever une mauvaise idée dans la tête des gens que d'en créer une. Et Tout à c'est fait. pour ça que, il faut absolument, absolument faire tout son possible pour faire passer des bonnes infos. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile aussi dans les chaînes de télé en continu, dans les médias quotidiens parce que, il y a une problématique de temps qui fait que c'est très difficile d'aller vérifier l'information, en un laps de temps si court. Donc c'est quelque chose de difficile, mais il faut mettre, autant d'énergie qu'on peut. Ça existe, hein, de faire des erreurs, on en fait tous, j'ai déjà fait des erreurs moi aussi, très publiques et puis le mieux qu'on puisse faire, c'est d'essayer de la réparer, mais on n'arrivera jamais à réparer les dégâts, donc faut juste mettre beaucoup d'efforts à ne pas en créer. Tout à fait. Alors je confirme ce que tu dis, il y a une étude qui était passée là-dessus. Elle doit être en lien sous une de mes vidéos, alors je sais plus laquelle. Je crois que c'était une vidéo de l'an dernier, peut-être Les gens n'existent pas ou quelque chose comme ça, où effectivement il y avait cette mesure de voilà, une fausse info qui passe et derrière en fait un rectificatif. Il est beaucoup moins vu. D'ailleurs, il y a des exemples très réguliers sur Twitter, c'est assez fou, de gens qui font circuler une mauvaise info et puis qui a une grande diffusion et puis qui le lendemain viennent expliquer ouais en fait c'était n'importe quoi et on remarque le nombre de likes et de retweets, c'est systématique quoi, de la contre-information et genre 5 à 10 fois inférieure à l'info d'origine en fait parce qu'elle était spectaculaire, Mmh. parce qu'elle avait un aspect voilà qui jouait sur l'émotion et qui fait qu'elle s'est beaucoup plus diffusée. Donc c'est difficile de rattraper derrière. Ah oui, c'est très difficile. Moi, il y a beaucoup de fois où j'ai envie de republier un article et puis je tourne la langue cette fois dans ma bouche et je me dis: «Et si ça, c'était faux, est-ce que c'est grave? Ce qu'on est en train de faire passer comme information?» Des fois, la réponse est «oui» et dans ce cas-là, je retweete pas et des fois, la réponse est «non» et dans ce cas-là, je retweete. Donc c'est quand on peut pas vérifier l'information soi-même, c'est ça que je veux dire. Et puis d'ailleurs, vous remarquerez que je retweete très, très peu de très, très peu d'articles. Mais non, mais c'est difficile, hein. C'est pas il y a pas de formule magique malheureusement. Bon alors après il y a des. On n'aura pas le temps là, le citoyen lambda il me lance sur un sujet.
On n'aura pas le temps d'en débattre ce soir, mais ce serait très intéressant. Il semble que tu es plutôt un démocrate, comme moi. Comment on fait pour former une population qui soit en mesure de prendre des décisions politiques sans sombrer dans les tentacules des conspires? Pour moi, c'est vraiment une question d'éducation. Par exemple, l'éducation scientifique, sans aller jusqu'à un niveau très pointu, il serait essentiel que chacun soit déjà en mesure, voilà, de faire lui-même le tri sans avoir besoin de s'en remettre au conspi, justement, enfin, ou à n'importe qui d'ailleurs, pour lui dire ce qui est juste ou pas. Après, c'est un vœu difficile à atteindre, mais c'est vrai que je pense que l'éducation, et en particulier l'éducation scientifique, on l'a vu cette année quand même, elle a un rôle important à jouer, de manière à ce qu'on soit capable quand même d'appréhender un minimum les choses rationnellement. Bon, Mais après, je te dirais l'éducation scientifique que même, j'irais plus loin, j'irais jusqu'à parce que je pense que tu faisais référence à la méthode scientifique un petit peu, comment est-ce que ça fonctionne la science. J'irais plus loin en parlant de, la science en elle-même, c'est-à-dire d'avoir des bases en chimie, en maths, en physique, en biologie, en psychologie, en neurobiologie, et cetera, dans plein de choses. Parce que quand on notre cerveau, il est je vais, OK. Ma compréhension de comment fonctionne notre cerveau, ce qui n'est pas je ne sais pas si, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que, moi, j'ai l'impression qu'on fait des liens dans le cerveau. On fait des liens entre des informations et c'est comme ça qu'on arrive à contextualiser une information. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre une information. Et pour arriver à faire des liens, il faut avoir beaucoup de points de connaissance. Et pour moi, c'est important d'avoir beaucoup de ces points de connaissance parce qu'après, tout au fil de la vie, à chaque fois, on va venir créer des liens entre ces points de connaissance. Et ces liens, c'est ça qui nous permet d'avoir une compréhension plus globale du monde. Sauf que quand on vient chercher des points de connaissance qui sont faux, genre la Terre est plate, des conneries de ce genre-là, eh bien, on va faire des liens qui n'ont pas de sens. Donc pour moi, il faut que ces points de connaissance soient créés à l'école, qu'ils soient très forts et qu'il y en ait beaucoup. Et ça, dans le domaine scientifique, en France, parce que j'ai fait mon éducation en France, je trouve qu'il en manque un peu. J'en prendrais un petit peu plus. euh, alors, il y a énormément de questions, donc c'est difficile de tout relever. Il y en a une quand même Je te dirais, on prend deux questions pour la fin. ouais. Alors il y en a une qui paraît d'être plus une blague comme ça, mais que je trouve intéressante, c'est reviewer, est-ce que c'est une bonne situation? Je pense qu'il y a une référence au scribe dans Astérix, mais N'est-ce pas? néanmoins c'est vrai, quel est l'intérêt pour le reviewer de faire une review en fait? Parce que lui ça lui rapporte rien Rien. finalement. Non. Donc moi, j'ai fait 3 reviews dans ma vie, ce qui est pas beaucoup, hein, mais parce que je suis plus en recherche aussi. Ça rapporte zéro. Ton nom est pas associé, tu as pas ton nombre de reviews, tu mets pas ça dans ton CV. Quoique ça dépend, il y a des articles maintenant où on voit apparaître les noms des reviewers. Non, ça rapporte rien. Ça fait juste partie du travail de chercheur, en fait. Les chercheurs, ils enseignent, ils font de la recherche, ils font de l'administration, ils font des demandes de fonds et ils font des reviews. Ça fait partie du travail. Il y a pas un aspect donnant-donnant, c'est-à-dire en fait il faut que enfin on a lu des articles pour moi, il faut que j'en lise un peu aussi, enfin... Probablement, mais là, je connais moins la politique là-dedans. Moi, je suis pas, j'ai pas été, j'en ai fait des reviews, mais ça m'a jamais servi, ça n'a jamais été du donnant-donnant pour moi. J'imagine qu'il doit y avoir de la politique là-dedans aussi, oui. Puis là, je vois, hein, dans les commentaires on nous dit on met ça dans son dossier de recherche. Donc peut-être que ça fait partie du CV. Dans ce cas-là, je le savais pas. Mais moi, comme j'ai pas continué après en tant que prof d'université, j'ai pas, ni de chercheuse, j'ai jamais eu j'ai jamais eu besoin, je vais arriver, de mettre le nombre de reviews que j'ai fait, dans ma vie. Très bien, alors, dernière question. Alors, en fait, bon, elle est peut-être pas hyper, hyper bien formulée, mais je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle peut peut-être faire un lien avec donc la série là, que tu lances sur ta chaîne C+. C'est Ectro qui dit, bon, mon beau-frère est docteur en chimie, l'avoue lui-même que la faute vient de la science. C'est-à-dire que bien avant le Covid, il s'est créé une fracture de communication entre la science et la population. Je pense que ça, Mmh. au-delà du problème de son beau-frère, ça pose une question de fond. C'est-à-dire, euh, voilà, il y a un fossé qui s'est créé, qui serait un problème de communication avec la population, quoi. Pour moi,
et c'est vraiment un avis très personnel, c'est un problème d'élitisme, qui est très présent en France, qui l'est beaucoup moins au Québec. C'est un problème que les chercheurs, on les met sur un piédestal et donc quand on met les gens sur un piédestal, on met leur domaine de recherche aussi sur un piédestal et on se dit: «C'est pas accessible pour nous, c'est pas accessible à la plèbe» et pour moi, le problème, il vient de là. C'est-à-dire que si jamais la science devenait accessible, si on se disait: «Moi aussi, j'ai le droit de comprendre la science», tout d'un coup, je suis pas sûre qu'on aurait autant un fossé aussi grand entre, les chercheurs, la science et le reste de la population qui ne fait pas de la science au quotidien. Donc pour moi, c'est avant tout un problème d'élitisme. Les gens qui font de la science, il faut qu'ils passent par des écoles prépa. J'ai réussi à passer au travers de ça, je ne suis pas allée en école prépa. Il faut qu'ils aillent faire la prépa, que ce soit super dur, il faut en chier dans la vie, puis après tu deviens le meilleur. Non, c'est sûr que si tu donnes cette image-là à la science, bah, les gens vont se dire: «Bah, c'est pas pour moi. Moi, j'ai même pas mon bac, c'est sûr que c'est pas pour moi, je peux pas comprendre ça». Ben non, en fait, c'est aussi pour toi. Je sais pas pourquoi on a créé cet élitisme avec les scientifiques. Il y a très probablement des raisons historiques, mais pour moi, le problème, il est là. Très bien. Bah, je pense que du coup, c'est une forme de conclusion. Moi, je trouve que c'est intéressant, voilà, à travers ce que tu fais sur ta chaîne notamment, et ce qu'on a essayé de faire ce soir, en fait, donner des pistes pour que justement la science soit plus à la portée, quoi. Après, voilà, comme on l'a dit, sur les articles, il faut savoir reconnaître effectivement quand on se lance dans la lecture d'un article, savoir où sont ses limites. Mais voilà, on a donné quelques pistes peut-être, enfin, j'espère ce soir pour voilà, pour que les gens essayent quand même de s'intéresser à la littérature. Et alors j'ai remis ta chaîne en fait parce que c'est vrai je trouve que c'est aussi une bonne approche. On l'a dit au début du stream, mais comme on a été coupé par des problèmes de son, je sais pas si tout le monde était là au début du stream, mais voilà, il y a dans toutes les vidéos donc de Viviane sur sa chaîne, ce principe de partir d'un sujet qui est commun à tout le monde en fait. Hein, pourquoi c'est efficace de sortir le pied de la couette, comment choisir sa brosse à dents, pourquoi le tournevis, alors c'est très important la vidéo sur le tournevis, euh, pourquoi on utilise des tournevis pourris alors qu'il y a des tournevis bien mieux, et voilà, enfin, et à chaque fois l'idée c'est que voilà, de partir, je trouve que c'est assez intéressant sur le plan de la méthode ce que tu fais, puisque bah voilà, ça montre où aller chercher l'info, comment on sait ce qu'on sait sur tel ou tel domaine. Et voilà, je trouve que rien que ça, c'est déjà une bonne approche pour démystifier la science. Bah, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour ce live. J'espère que ça a intéressé les gens, les 300 personnes qui étaient parmi nous. Donc, merci à toi et puis au plaisir de Merci, se recroiser une autre fois. tout à fait, au plaisir. Et puis, alors moi, je donne rendez-vous à tous ceux qui sont là, bien sûr, jeudi soir. Alors, comme d'habitude, on va faire un stream de rétro gaming jeudi soir. En ce moment, on est sur Loom. Et on se retrouvera sinon pour un nouveau petit coin la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas encore. Je vous tiendrai au courant en fonction des disponibilités de mes invités. J'espère que la soirée vous a plu. Désolé pour les problèmes techniques. Je ferai un stream d'essai, je pense, parce que j'ai plus envie d'avoir des problèmes comme ça. C'est vrai que c'est stressant. Euh, Donc j'ai envie de comprendre d'où est venu le problème, et donc je referai une soirée ou un matin, plutôt je ferai ça un matin parce que ça dérange moins les gens, pour essayer de faire des essais et arriver à comprendre, bien maîtriser tous les logiciels en jeu. Merci, Merci, il faut que j'y aille. Bye et puis bye. bah à très bientôt. Bye, merci beaucoup. Merci.